Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoForce les amis pour cette actualité crypto numéro 36. Donc déjà avant d'aller plus loin, je tiens à vous remercier donc les amis pour bien votre soutien depuis le début pour certains, pour les commentaires qui font vraiment plaisir. On voit que là la chaîne, eh bien ça fait plaisir parce que elle prend petit à petit de plus en plus d'ampleur. Donc vraiment ça fait super plaisir et ça fait chaud au cœur. Voilà, donc je tenais à vous remercier encore une fois vraiment pour votre soutien. Et sinon, bah, écoutez, comme d'habitude, on va passer au projet crypto aujourd'hui. Donc j'ai abordé tous les projets, levée de chaîne, VV, Digital Collectibles, entreprise et communes. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet-là en particulier. Je parlerai également d'Ultra avec la nouvelle plateforme Ultra Arena qui, ça y est sortie. Vous allez voir, c'est très intéressant à voir. Et également, eh bien, le XRP, vous allez voir, bon là aussi, pas de surprise générale, mais également, il y a des nouvelles croustillantes à se mettre sous les dents. Bon, bah écoutez, sur ce, et en fin de vidéo, bien évidemment, on parlera de l'actualité crypto plus générale de cette semaine et également, alors, pas des bonnes nouvelles, hein, mais pas étonnant non plus, sur qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, même au niveau de l'inflation, contrairement à ce qu'on nous bassine et tout, eh bien déjà, on n'a pas des bons signaux au niveau géopolitique sur les prix des matières premières. Bon, donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, et puis sinon, ben, je vous invite d'abord à voir mon trailer. C'est parti les amis, comme d'habitude, on va commencer par le VeChain. Donc le VeChain, regardez, première information qui a été relayée par un tweet de la fondation VeChain directement, c'est que l'équipe est en train de grossir en Europe. Et notamment là, pour le coup, c'était une petite photo qu'on voit ici de l'équipe en Italie. Donc, ce qui est très intéressant à travers cette petite photo anecdotique, hein, comme on pourrait le dire, c'est qu'on voit bien que là, le VeChain s'installe de plus en plus en Occident, notamment en Europe, et pas que, et vous allez voir pourquoi je vous en prendrai dans d'autres nouvelles par la suite. Mais déjà, ça prouve qu'on a vraiment une expansion qui est en train de se dérouler pour le VeChain. Bon, je continue ensuite, les amis, là c'est la petite nouvelle d'échauffement d'introduction. Ensuite, très intéressant, j'avais déjà montré, vous savez, la courbe d'évolution, d'adoption des wallets liés à l'écosystème VeChain. Et donc là, vous avez un tweet de Paul. Hein, alors Paul, c'est le managing partner de VeChain au niveau des statistiques. Et donc, il incite là, il a le petit graphique et il montre que, regardez l'évolution assez quand même phénoménale du VeChain, c'est que depuis sa naissance, c'est-à-dire en 2018, eh bien ça a littéralement explosé. Ça a comme par hasard explosé énormément, on va dire, presque une ligne droite en 2021 lors du bull run, hein, pas étonnant, mais regardez derrière, là nous sommes, je rappelle, en bear market en 2022-2023, et regardez, on a quand même une courbe quand même croissante, et même plus que croissante, puisque depuis janvier 2023, regardez, depuis janvier 2023, nous sommes passés de moins de 2 millions de portefeuilles numériques liés à l'écosystème du VeChain à aujourd'hui 2 169 000. C'est-à-dire que là, en quelques mois, en 6 mois, on a gagné, la fondation VeChain a gagné 169 000, plus 169 000 wallets numériques VeChain. Donc c'est quand même pas rien, et surtout, c'est là, nous sommes en bear market, je rappelle. Donc très intéressant, et ça montre quelque part également, c'est un peu dans la même veine de l'adoption de masse que la précédente vidéo que je vous ai montré, notamment en Europe. Donc peut-être que c'est des wallets qui sont plutôt liés à l'Europe. Pourquoi pas, mais bon, il n'y a pas de preuves ou de suivi de statistiques là-dessus. Je continue, les amis, après ces nouvelles-là, et là, quand je vous disais que le VeChain s'installe de plus en plus également en Occident, eh bien, c'est pas pour rien. C'est pas que quand je dis l'Occident, j'ai également, par exemple, l'Australie. Et donc là, vous voyez, vous avez un tweet de l'Australian Crypto Convention. Donc, vous voyez, il parle d'un événement qui va réunir 15 000 personnes, vous voyez, surtout du milieu de la blockchain et des crypto-monnaies en Australie, et qui aura lieu entre le 11 et le 12 novembre 2023, et c'est hosted, c'est-à-dire mis en place par Davos TCD. Bon, je sais pas qui c'est. Mais regardez, et devinez donc qui sera l'un des sponsors en argent durant cet événement, cette crypto-convention en Australie. Eh bien, c'est le VeChain, blockchain pour un monde meilleur. Voilà, donc on voit vraiment que là, on a le VeChain qui s'installe de plus en plus, même dans le monde occidental et pas que en Chine.
Bon, donc très intéressant quand même à voir à ce niveau-là. Bon, je continue les amis, dernière petite information pour le VTN et pas des moindres, c'est un nouveau partenariat qui a été donc ça y est officialisé entre la fondation VTN et EasyA. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, EasyA, alors c'est pas très connu hein, clairement, malgré le fait qu'il y ait 25 600 followers clairement sur leur compte Twitter, mais c'est tout simplement une application quelque part qui réunit plus de 500 000 développeurs. Vous voyez, ils le mettent ici. Et donc, ils mettent nos 500 000 plus développeurs sont en fait funded, donc sont rémunérés quelque part par A16Z, YC et d'autres entreprises également. Donc, on voit que c'est pas rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a 500 000 développeurs force de frappe en potentiel à travers le partenariat entre la Fondation VTN et EasyA qui vont travailler peut-être sur les technologies liées à la Fondation VTN et donc liées à, quelque part à tous les avantages peuvent apporter la Fondation VTN et surtout l'écosystème du VTN derrière sur tous les niveaux, je rappelle, hein, que ce soit la lutte contre la contrefaçon, la traçabilité de la supply chain dans les entreprises, l'amélioration des rendements, tout ce qui est l'aspect lié à l'empreinte carbone, et donc tout ce qui est lié au marché carbone qui est en train de se développer de plus en plus, même en Europe, on le voit bien avec la transition énergétique. Donc tout ça, eh bien, ça nécessite forcément du codage, ça nécessite des développeurs, etc. Et on voit que là, eh bien, le VTM, plutôt que de recruter peut-être des développeurs, eh bien, ils choisissent un partenariat avec EasyA et boum, ils ont accès à 500 000 développeurs. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, bien évidemment, mais en tout cas, EasyA, c'est clairement, ils affichent clairement leur objectif hein, ici sur leur compte Twitter. Bon, donc sur ce, c'était tout pour la fondation VTN, les amis, et pour le VTN. Donc, je vous invite à voir ma vidéo sur le VTN. C'est vrai qu'elle est pas mise à jour, bon, en tout cas, c'est pour poser les bases. Si vous ne connaissez pas du tout le projet, pour vous le présenter. Je vous rappelle au passage également que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, que tout ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement dans cette vidéo. Et que je n'ai également aucun lien, je suis totalement indépendant hein, vis-à-vis de ces projets-là. Bon, et sur ce, bah, écoutez, on continue les amis. Prochain projet avec cette fois VV. Et là, vous allez voir, ça déménage sévère hein, au niveau des informations. Donc, je vais commencer par les drops. Hein, comme d'habitude, de la semaine et également prévu cette semaine. Donc, vous avez un poster, vous voyez, qui était prévu, donc, qui est prévu pour demain, le 11 août, vous voyez, à 12 heures, alors heure américaine, hein, je vous rappelle, ou anglaise. Et donc, là, c'est un poster de Black Widow, donc je rappelle, c'est des posters uniques. Hein, donc, c'est des choses vraiment qui prennent de la valeur forcément derrière. Bon, première information, premier drop prévu. Ah là, je passe à quelque chose d'un peu plus sérieux quand même. C'est un nouveau drop qui est prévu cette fois le dimanche 13 août à 8h du matin, heure américaine sûrement. Et donc là, vous avez un X-Wing, les légendaires X-Wing de la saga Star Wars qui sortiront. Et donc, j'ai pas l'animation graphique sous les yeux, mais en tout cas, vous voyez, ça promet au niveau des détails sur la figurine. Bon. Et si je vous parle également un peu de l'aspect graphique, tout ça, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a des nouvelles sur le VVverse et apparemment, ça a l'air d'être du très très lourd. Enfin, vous allez voir. Ensuite, au niveau des drops, ah là, voilà, là, j'ai une vidéo animée. Donc, prochain drop prévu également pour le 12 août, c'est-à-dire samedi, donc à 8h du matin. Et on a donc c'est Green Lantern, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est Green Lantern. Donc là, on a une autre série, c'est pas du Marvel, c'est du DC. DC Comics, donc des sagas Batman et compagnie. Donc très intéressant, et en plus vous voyez la qualité quand même, même au niveau de l'animation, enfin, on sent vraiment qu'il y a une évolution technologique même par rapport au premier, même collectible 3D qui était créé par VV, et ben là on sent déjà que ça passe à quelque chose de beaucoup plus sérieux. Hein. Bon, je continue les amis au niveau des drops. Au niveau des comics, enfin des bandes dessinées, on a pour la première fois, donc là, une apparence, hein, comme ils disent ici, First Appearance of Cloak and Dagger. Donc, je ne sais pas si vous savez, il y a une série, donc Marvel Cloak and Dagger, qui est plutôt sympa, hein, je l'ai vu, et effectivement, donc là, vous avez le comics qui est lié à Cloak and Dagger. Ça veut dire cap et dague. Enfin, bon.
Et ensuite, les amis, je continue. Ah oui, très intéressant. Alors là, bon, Le Petit Prince, hein, qui est le livre, on va dire par excellence, très connu, hein, forcément. Et bien, regardez, j'étais vraiment surpris quand j'ai vu ce drop. Donc ça y est, c'est sorti, hein, cette animation-là, c'est Le Petit Prince en version animée. C'est vraiment étonnant. Donc on voit là, ça donne le ton sur les licences qui sont obtenues par VV, tout simplement, hein. Parce que là, on voit, ils ont même des licences avec des trucs d'un autre monde, hein, clairement. Parce que là, ok, c'est très connu, mais qui aurait pensé qu'ils auraient développé un partenariat avec Le Petit Prince? Mais c'est très très chouette et voilà. Et maintenant, et surtout, c'est extrêmement rare parce que c'est la première fois que Le Petit Prince possède ce genre de partenariat et une figurine comme ça, outre les figurines 3D disponibles à droite à gauche, mais en tout cas en version digitale animée, c'est la première fois que le Petit Prince fait son apparition, et notamment c'est sur VV. Donc très intéressant les amis. Ensuite, donc vous voyez, c'est assez riche quand même les drops qu'il y a eu cette semaine ou qui sont prévus pour cette semaine. Et maintenant, on va passer au lourd du lourd, c'est-à-dire le VVVR. Donc vous savez que la semaine dernière, j'en avais parlé, VV Digital Collectible, enfin, en tout cas l'entreprise Ecomi, a envoyé des mails à tous les plus gros utilisateurs de l'application pour les inviter à tester en version bêta le VVverse dans un premier lot, on va dire. Et donc vous avez maintenant les premiers retours au bout d'une semaine et vous allez voir, c'est incroyable apparemment. Et je vous montre ce tweet de Foster Hilt, vous voyez, donc un fan, il fait des contenus YouTube également, spécialement sur ce projet, donc sur le OMI également sur VV, et là il dit c'est impossible, il dit, donc je vous lis, hein, je traduis en même temps, c'est impossible de lire les commentaires des testeurs de la version bêta du VVverse et ne pas être bullish, c'est-à-dire très optimiste sur le futur de VV. Et donc il dit les collectibles digitaux en fait n'est pas non seulement une propriété, c'est une expérience. Et je trouve cette phrase vraiment très juste. C'est effectivement exactement ce que vend aujourd'hui VV, c'est que le problème qu'il y avait aujourd'hui avec les collectibles 3D physiques, c'est que ok, vous les avez, vous en faites la collection, mais vous en faites rien. Hein. Vous ne pouvez pas les utiliser, si ce n'est de les voir, de les observer, et même si c'est déjà très très bien hein, de les voir, de les observer. Mais là, ce qu'apporte VV à travers leur VVVR, c'est que vous pouvez utiliser en plus vos collectibles. Ça, c'est autre chose. Et donc là, il y a je vous montre, il y a des personnes en même temps qui ont montré un petit peu qui ont testé hein, le VVverse et qui font le retour. Et là, regardez, vous avez un Energy on Tour donc, qui est déclaré, j'ai eu un 48 heures d'une aventure incroyable sur le VVverse et laissez-moi vous dire que l'expérience utilisateur est au-delà. Enfin, il était bluffé, quoi. Je sais même pas comment le traduire, mais il était bluffé. Et donc, il a dit, j'ai exploré non-stop, j'étais excité, j'ai pas pu dormir, donc il manque de sommeil. Et je ne peux pas je ne peux même pas commencer à décrire tellement c'est immersif et excitant. Voilà. Et vous avez énormément de commentaires de ce calibre-là qui disent effectivement qu'ils sont emballés par le VVverse. Donc c'est assez bullish, effectivement, hein, c'est assez prometteur sur ce plan-là, parce que si déjà en version bêta, les gens qui ont testé, qui sont des fans, hein, je rappelle, c'est ceux qui utilisent le plus la version VV, donc c'est ceux qui ont peut-être le plus investi également, on fait le parallèle, et donc qui sont peut-être le plus exigeants en matière parce qu'ils ont le plus investi, donc ça doit être ceux qui sont le plus exigeants. Et donc quand vous avez des retours comme ça, alors que c'est que le début, ça promet d'être vraiment du lourd, hein. Sur la suite, si VV continue de tenir sa feuille de route, que surtout les amis, il faut rester prudent, ne pas trop s'emballer non plus, hein. Attention. Mais en tout cas, le projet semble rester prometteur, ça c'est évident pour l'instant en tout cas. Voilà. Ensuite, je continue, là je vais faire un petit retour, c'est vrai que c'est un petit moment que je n'ai pas parlé du OMI, et notamment des statistiques. Donc là, vous voyez, pour vous donner un peu la santé de l'entreprise, pour vous dire comme quoi, effectivement, ils sont plutôt bien, bien lotis au niveau de leur chiffre d'affaires, c'est que regardez rien que sur le mois de juin et le mois de juillet, un comparatif entre les deux. Donc là, j'ai un tweet de VVODB. Donc vous voyez, c'est vraiment la communauté
du projet, hein, clairement. Et donc là, sur les statistiques, en juin, il déclare que le nombre d'achats qui ont été faits sur la plateforme VV s'élève à 3 millions 410 millions de... Enfin, ouais, c'est ça, 3,41 millions de dollars. Vraiment de dollars. Et en juillet, donc sur un mois après, il y a eu 12,5% d'augmentation, parce que cette fois, c'était 3,8 millions de dollars dépensés sur l'application VV. Donc, je vous laisse quand même imaginer, parce que là, pour l'instant, je rappelle que l'entreprise Ecomi, qui est derrière l'application VV, a moins d'une centaine d'employés. Et donc, avec moins d'une centaine d'employés, ils arrivent à faire un chiffre d'affaires de presque 4 millions de dollars par mois. Enfin, c'est une énormité, mais absolue. Avec, derrière, après, il y a les licences. Donc, ce qui est dommage, qu'on ne connaît pas leurs dépenses. Et par exemple, contrairement à la fondation VChain, on voit, c'est très transparent, on voit les revenus, hein, le chiffre d'affaires, mais également les dépenses. Mais là, c'est pas le cas, on voit pas les dépenses. Mais bon, après, on imagine que pour entretenir une application, avoir les licences et tout, ils ne doivent pas dépenser non plus 4 millions de dollars par mois, hein, clairement. Donc, en tout cas, ça révèle quoi? Ça révèle que c'est très positif. Également, sur le papier, en tout cas, après ce qu'on voit là au niveau des statistiques, sur le chiffre d'affaires de l'entreprise Ecomi. Bon, et pareil au niveau du burn, parce que je vous rappelle qu'au niveau du OMI, il y a un supply maximal de 750 000, billions, 50 milliards de tokens OMI. Et donc ça explique pourquoi le prix du token OMI en soi, il est très bas, parce qu'il y a énormément d'offres en circulation. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc sur les 750 milliards de tokens en circulation, vous en avez déjà 104 qui ont été brûlés, parce qu'il y a un système de burn qui est mis en place. Je ne vais pas revenir là-dessus, que j'ai expliqué dans la vidéo sur le projet. Mais c'est-à-dire que sur les 750, eh bien, vous en avez déjà 100 de moins qui ont été brûlés. Et ensuite, vous voyez, pour vous donner un ordre de grandeur, entre juin et juillet, eh bien, vous avez à peu près entre 3 et 4 milliards de tokens OMI, de la crypto-monnaie OMI, qui ont été brûlés. Et vous voyez, c'est très proportionnel en fait avec les dépenses faites en gemmes. Donc c'est pour ça que vous avez directement une corrélation, on le voit hein, ici, entre les dépenses faites par les utilisateurs de l'application VV sur l'application et derrière, eh bien, quand ils achètent quelque chose, ça brûle. Parce que derrière, quand vous achetez du gemme, je rappelle que vous achetez en réalité du OMI. Et donc, vous avez un système de burn réellement sur le OMI derrière. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je trouvais que c'était très bien ce petit résumé là. Ça montre un petit peu également l'évolution du projet. Bon. Voilà les amis. Et dernière petite information pour ce projet, et pas des moindres, hein, c'est que ça y est, sur l'application VV, vous savez, vous aviez plusieurs langages disponibles. Donc, au début, vous n'aviez que l'anglais et après, vous êtes passé ils ont mis en place l'espagnol, le japonais et le français. Et bien, désormais, vous avez le mandarin qui a été mis en place, c'est-à-dire, je rappelle, le mandarin, c'est la langue principale, hein, quasiment, parlée en Chine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Eh bien, ça a l'air de rien comme ça, mais quand vous avez le mandarin qui est mis en place là-dessus, c'est que, quelque part, ils ont une stratégie de s'implanter également en Chine. Voilà, donc là, on a 1 milliard, un peu plus, un peu plus d'1 milliard de personnes qui sont potentiellement des clients de l'application VV. Donc, après leur coup d'éclat sur Marvel que vous avez montré donc la semaine dernière, où ils ont carrément eu de la pub de la part de Marvel sur leur compte Twitter, au niveau du Comic-Con de San Diego, maintenant ils visent la Chine. Enfin, donc c'est assez sympa les nouvelles hein, qui s'enchaînent pour ce projet-là, clairement. Et ça efface un petit peu, hein, je dirais, l'aspect où il y avait les jalons qui n'étaient pas respectés, où il y avait des retards, etc. Donc là, on voit vraiment qu'ils sont rattrapés et qu'ils sont en train d'opter dans une dynamique vraiment très très positive pour l'entreprise et pour le projet. Voilà les amis, donc sur ce, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, je vous invite à voir la vidéo qui est un petit peu datée effectivement, il faudrait que je remette à jour, mais ça vous donne les bases clairement pour en savoir plus sur ce projet. Et sinon, je continue sur cette fois le projet Ultra, et notamment le Ultra Arena, parce que là c'est clairement que ça, je vais vous parler que de ça aujourd'hui pour ce projet-là. Donc je rappelle que le Ultra Arena,
c'est la fonction de tournoi en e-sport, en amateur que veut proposer la plateforme Ultra. Et donc, qui a été ouverte, ça y est, officiellement le 8 août 2023, c'est-à-dire il y a 2 jours. Et donc, regardez, donc officiellement, les jeux qui sont proposés en termes de tournoi e-sport, vous avez Fall Guys, Overwatch 2, PUBG, Call of Duty, Warzone, et également, il y avait d'autres jeux, et Apex Legends et Valorant également. Et vous voyez, déjà, tout est complet en 2 jours, tout est complet, à part Valorant et Apex, mais je suis même pas sûr qu'entre-temps, ce soit pas également complet. Voilà. Et donc, vous avez les prix, regardez, c'est 3500 $. Alors, je sais pas si c'est 3500 $ ou 3500 US, c'est-à-dire le token. Là, ce serait moins, mais c'est déjà pas mal. Et également, il y aurait plus de 30 collectibles uniques pour les gagnants, on imagine, pour les récompenses. Voilà, qui eux-mêmes ont de la valeur intrinsèque. Donc ça commence, ça y est, on voit que le projet est lancé, qu'il y a des utilisateurs derrière, parce qu'en 2 jours, vous avez tout qui est complet quasiment, à part pour certains jeux, comme vous pouvez voir ici. Après, comment ça marche au niveau du timing? Eh bien, vous avez, regardez, là, Valorant, c'est prévu pour le 24 août. Donc, vous avez vraiment un planning précis pour chaque tournoi de jeu. Là, par exemple, Apex sera plus tard, ce sera le 29 août, si je comprends bien. Donc, là, c'est tout étalé, tous ces tournois sont étalés sur tout le mois d'août. Mais ça, c'est que le début. Que je vous rappelle que on peut imaginer que la finalité, c'est qu'il y aura des tournois très régulièrement et que tout le monde pourra participer facilement à ce genre de tournoi avec ses amis ou voilà, pour allier le fun et en plus la possibilité de gagner de l'argent. Que on est là aussi pas pour rien quoi. Donc c'est plutôt sympa en tout cas ce genre de projet. Remarquez. Et sinon, bah, écoutez, je vais passer à la suite à Ripple, mais avant ça, je vous invite à voir le projet, donc la vidéo sur l'Ultra, sur la plateforme Ultra, où j'explique un petit peu la différence entre ce genre de plateforme Ultra et les autres plateformes comme Steam et Epic Game Store. Voilà les amis. Bon, et sur ce, bah, écoutez, je passe à Ripple, et effectivement, là aussi, vous avez des nouvelles, vous allez voir, croustillantes. Donc, première chose, là, je cite un article donc, de Ripple directement qui déclare que 90% en fait des entreprises qui font des business avec des paiements, on va dire, transfrontaliers sont des moyennes entreprises, voire des grandes entreprises. Mais 90%, c'est des moyennes entreprises. Donc, c'est elles qui font quelque part l'aspect d'échange financier international tel que nous le connaissons. Et donc, ils disent, sauf que le problème effectivement, des paiements transfrontaliers aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas efficaces. Et donc, c'est là où ils disent, il y a une fenêtre, une grosse opportunité pour la blockchain, c'est que tous les petits business, on va dire, de paiement qui font 90% des échanges commerciaux mondiaux, qui disent en tout cas ce qu'ils déclarent, eh bien, on voit que là, la blockchain, et donc, on imagine très bien, le XRP derrière, apportera réellement une solution à l'échelle mondiale sur ce plan-là. C'est-à-dire, si je résume bien leurs propos, c'est que effectivement, le XRP va révolutionner à travers son mode de fonctionnement le réseau SWIFT bancaire, tout simplement, de façon à le rendre plus efficace. Et le réseau SWIFT bancaire sera à terme carrément obsolète, faut le dire. Bon les amis, donc c'est plutôt bon pour XRP. Il rappelle ça, c'était une évidence, mais bon, c'est toujours bien un petit rappel. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont déclaré enfin un nouveau partenariat, cette fois avec l'entreprise donc Centigrade Hertz, comme vous pouvez voir ici, qui est en fait une nouvelle plateforme de données qui va permettre d'améliorer tout simplement la transparence, la confiance et l'intégrité des marchés carbone. Vous voyez, donc là, on sent bien qu'il n'y a pas quelque chose sur les marchés carbone avec la transition énergétique, etc. Et on voit bien qu'entre le VeChain qui se jette dessus et le marché que ça représente derrière, on voit bien avec notamment les marchés carbone, surtout en Chine. Là, c'est les marchés qui ont déjà explosé là-bas en Chine. Vous avez déjà des partenariats entre l'industrie automobile au niveau de l'électrique
et les citoyens. Et donc, les citoyens chinois qui utilisent, par exemple, des voitures électriques chinoises en Chine sont récompensés en tokens, c'est-à-dire en crédit carbone, en crypto-monnaie qu'ils peuvent ensuite dépenser dans des magasins qui acceptent cette crypto-monnaie-là. Donc, on voit déjà qu'il se passe quelque chose et que ce marché-là est en train d'arriver à toute vitesse en Occident, notamment en Europe et aux États-Unis, visiblement. Et XRP l'a bien compris, en tout cas Ripple, l'entreprise l'a bien compris, puisque à travers ce partenariat, eh bien, se concentre de plus en plus sur le marché carbone. Voilà les amis, donc très bonne nouvelle. Et ensuite, donc là je vais passer aux petites actualités les amis, mais d'abord une actualité du journalducoin.com sur Ripple, hein, toujours. Et vous voyez, bah, c'est pas une surprise, hein, Ripple, donc XRP contre la SEC, le régulateur américain fera appel. Donc c'est vrai que j'en ai parlé très souvent, donc là, il y a ces 2 dernières semaines, depuis que le procès est en faveur de Ripple. Mais je disais, enfin, ça paraît plutôt logique, c'est plus probable qu'ils fassent appel, donc la SEC, pour essayer de gagner du temps ou de défendre un petit peu leur image, mais à terme, s'ils reperdent, là, c'est la fin de l'haricots pour eux, clairement. Mais comme en plus vous avez une justice américaine qui n'est pas, on va dire, homogène sur l'idéologie et sur leurs décisions, la vision des juges par rapport à ce que c'est le XRP vis-à-vis d'une security ou non, c'est-à-dire un titre financier ou non. Parce que je rappelle qu'il y a un autre juge qui a déclaré dans une autre affaire qui n'a rien à voir avec le XRP, euh, que dans le cadre de l'affaire Terraform Labs contre la SEC, avec Terra Luna, et bien que ce juge-là avait déclaré que si le XRP était bien un titre financier. C'est-à-dire que les juges ne sont même pas d'accord entre eux. Donc là, on va voir cet appel-là, forcément, ça remet les compteurs un petit peu à zéro, et ça va prendre du temps parce qu'il faut cette fois que les 2 tribunaux soient d'accord. C'est-à-dire le tribunal de la juge Annalisa Torres, qui soit de nouveau d'accord sur sa décision, ou alors peut changer d'avis. Mais vu qu'elle a tranché, ça paraît peu probable qu'elle change d'avis. Par contre, le nouveau tribunal, c'est-à-dire le tribunal d'appel, lui, si on tombe sur un juge du style qui a jugé l'affaire entre Terraform Lab et la SEC, ben là, ça va faire du bruit, parce que là, il risque de faire passer le XRP en tant que security en appel. Donc, là, les dés sont de nouveau jetés en l'air, mais bon, quel que soit le verdict, clairement, on s'en fiche. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le XRP, que Ripple, même si par exemple ils sont virés des États-Unis, on imagine dans le pire des cas, mais ils sont tellement attractifs pour les autres pays, pour même notamment Hong Kong ou n'importe quel autre pays, vis-à-vis des banques centrales, des entreprises, des institutions, que les États-Unis, s'ils décident de mettre le coup près sur le XRP, eh bien tant pis pour eux. Enfin, au final, ce sera eux qui seront plutôt mal, plutôt que Ripple et le XRP, clairement. Bon, donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui pour le XRP. Je vous invite à voir la vidéo où je présente le projet et comment il révolutionne d'ailleurs précisément le réseau SWIFT bancaire à travers les transactions transfrontalières au niveau des financements, enfin des transactions financières. Et puis sinon, je vous invite à voir cette fois à passer aux actualités crypto plus générales. Et donc vous allez voir quelques petites nouvelles, notamment, là j'ai un article de cryptost.fr. Donc là, la fonction de gel du nouveau stablecoin de PayPal fait débat. Qu'en est-il? Et donc effectivement, donc là déjà grosse nouvelle, c'est que PayPal lance son stablecoin. Donc on voit très bien que il y avait vraiment quelque chose qui se passe. Donc là, j'avais fait une vidéo il y a peu de temps sur l'adoption de masse des cryptos qui était imminente. Mais on le voit, c'est-à-dire que tous les géants donc d'institutionnels, etc., se jettent en masse sur les crypto-monnaies et PayPal eux-mêmes en font l'expérience avec leur nouveau stablecoin. Le problème, c'est qu'en même temps, on voit bien qu'il y a un problème de centralisation. Donc là, j'en reviens. Excusez-moi, c'est vrai que je parle souvent de la centralisation et des problèmes que ça engendre, et bien là on retrouve exactement le même problème, c'est que ok, on a PayPal, très bien, ils lancent leur stablecoin, ils vont on pourra payer clairement crypto-monnaie grâce à PayPal, mais derrière, la confiance, qu'en est-il? Et oui, parce que s'ils peuvent geler les avoirs, les stablecoins de tout le monde, quel que soit le justificatif, mais là on peut se poser des questions et la confiance risque d'être écornée. Donc là, on rentre dans le jeu du problème au niveau de la blockchain des crypto-monnaies, c'est la centralisation derrière.
Donc je sais que effectivement c'est idyllique, mais là on a encore un exemple pour le coup qui montre que ben notre argent au final peut être saisi. Et là on rentrait dans le même cadre au final que les banques. Donc à quoi ça sert de payer en crypto-monnaie dans ce cas-là si derrière on peut se faire saisir notre argent au même titre que le système bancaire. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant avec ce genre de choses, mais après c'est une très bonne nouvelle également pour l'adoption de masse en des crypto-monnaies, parce que les gens vont de plus en plus entendre parler du mot crypto-monnaie, de moins en moins l'associer à la criminalité et compagnie, comme on l'a très souvent dit pendant 10 ans, et c'est en train d'être tout simplement institutionnalisé par ce genre d'entreprise. Voilà les amis, donc c'est vraiment une très bonne nouvelle. Ensuite, autre article de cointribune.com, là aussi, bonne nouvelle, Microsoft et Aptos réinventent le paiement numérique. Donc là, c'est du très lourd, parce que bon, Microsoft n'a pas représenté pas représenté l'entreprise. Par contre, Aptos, je rappelle qu'Aptos est une entreprise qui est liée à une blockchain. Et donc, vous avez un partenariat entre Microsoft et Aptos dans l'objectif unique de mélanger, c'est eux qui le disent, hein, c'est les deux entreprises qui l'ont signifié, que leur objectif était de mélanger l'intelligence artificielle de Microsoft avec la blockchain de Aptos. Et ça dit quoi? Ça dit tout simplement que quand je vous parlais du triangle technologique des blockchains qui mélangeait l'intelligence artificielle, les données numériques et la blockchain, eh ben on y est. Et là, vous avez Microsoft et Aptos. En fait, il faut lire intelligence artificielle d'un côté, blockchain de l'autre, et il manque que les données numériques. Mais on sait très bien que Microsoft a déjà les données numériques. Donc, ça y est, on y est. C'est-à-dire que le triangle technologique commencer à grossir. Il s'alimente de lui-même. Et donc, on va rentrer dans une ère où il va y avoir une auto-alimentation de ce genre de choses. On va avoir une amélioration de la blockchain, l'interopérabilité des blockchains, et donc l'adoption de masse qui est imminente pour les crypto-monnaies, puisque là aussi on parle quand même de Microsoft, qui est une grosse institution, clairement. Bon les amis, donc on est toujours dans le cadre des bonnes nouvelles hein, pour les crypto-monnaies là en ce moment, sauf aux États-Unis où ils chipotent un petit peu clairement hein, au niveau de la régulation et tout, mais vraiment c'est pas mal. Et donc sinon, eh ben, écoutez, à Twitter, là j'ai moins bonne nouvelle, pour le coup, vous allez voir, donc regardez, j'ai pris de la là, je vous parle pour prévenir de la rentrée, donc accrochez-vous pour la rentrée, donc profitez bien de vos vacances, hein, c'est clair, et profitez, enfin, accrochez-vous quand même pour la rentrée, parce que là, regardez, on a le prix du riz qui commence à s'envoler. Là, c'est une ligne droite, vous voyez, donc là, en quelques mois, boum, explosé, visiblement, il n'a pas l'air prêt de s'arrêter, peut-être qu'il va s'arrêter, on espère, mais en tout cas, là, j'ai un tweet de Good Value hein, qui le déclare, et c'est bien sûr du riz qui est en Asie, Thaïlande, etc. Mais du coup, c'est du riz qui est aussi exporté à droite à gauche. Donc, ça veut dire que là, ce qui est étonnant, c'est que la tonne, vous voyez, est désormais vendue à 648 dollars, un plus haut qui date de 2011 et 2008. Donc, c'est-à-dire, je rappelle que 2008, c'était la précédente crise financière. Donc déjà, on a des signaux comme quoi on a une crise identique quand même à la dernière crise majeure financière que nous avons connue. Bon. Et ensuite, deuxième tweet, cette fois sur le pétrole, et là aussi c'est pas bon, c'est-à-dire qu'on a également, depuis, donc, regardez, 2023, donc là je suis sur le prix du baril.com, c'est le cours du pétrole Brent en dollars, et donc regardez, donc là depuis début, donc on avait une baisse, hein, on avait une baisse favorable depuis janvier 2023, et là c'est reparti à la hausse, ça explose, et là on est reparti sur 87 dollars. Quand on voit les prix du dollar, même depuis 1950, franchement, ça pose des questions quand même, hein, parce que derrière, on voit qu'il y a des répercussions ben, à la pompe. Bon, donc ça, c'est les conséquences de quoi? C'est tout simplement les conséquences de l'OPEP+, qui a décidé de couper tout simplement sa production de pétrole d'1 million de barils de pétrole par jour, et qui veut renouveler cet accord-là entre membres de l'OPEP en août également. Donc c'est pour ça que vous avez une augmentation du pétrole en plus du contexte géopolitique mondial avec la guerre Russie-Ukraine et tout le tralala qui va avec. Donc la rentrée risque quand même assez chaud patate. Pour ça je voulais aussi vous le montrer, et sans parler des prix du blé. Que les prix du blé, vous l'avez compris, avec ce qui se passe en Ukraine et le fait que la Russie commence à tirer, ça y est, hein, c'est officiel, à tirer sur les navires ukrainiens, ben forcément ça déstabilise
clairement, hein, les exportations maritimes de l'Ukraine au niveau du blé, dont en plus, je rappelle que 45% étaient destinés à l'Europe. Voilà. Donc tout ça, eh bien, fait que les prix ont tendance à remonter de façon générale au niveau de l'alimentaire, mais également au niveau de l'énergie pour, en tout cas, la période estivale. En tout cas, après, on verra à la rentrée, peut-être ça va baisser, hein, mais en tout cas, aujourd'hui, là, pour le coup, c'est mal parti. Bon, voilà les amis, donc en tout cas, c'est tout pour cette actualité crypto numéro 36. On voit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau toujours hein, des crypto-monnaies, clairement avec des projets liés au VeChain, que ce soit Ecomi, ça, toujours l'XRP également, malgré l'appel, hein, ça c'était pas surprenant, vous avez déjà prévenu, et même Ultra, donc on voit que les projets continuent de se développer, et peut-être qu'ils seront chauds bouillants pour le prochain bull run de 2024-2025. Bon, sur ce, bah, écoutez les amis, je vous souhaite une bonne journée, bonnes vacances, profitez bien, et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. La bise, ciao.